Tout d'abord, je voudrais remercier les géopolitiques de Brest pour cette invitation. Oui, donc, comme vous venez de le dire, le titre de mon intervention est « De l'ennemi de classe à l'ennemi de race ». En effet, tout au long des 30 glorieuses, enfin ce qu'on appelle les 30 glorieuses, et jusqu'en mai 1968, y compris chez ses adversaires, et notamment je pense ici à Raymond Aron, a dominé le schème marxiste de la lutte de classe et des rapports de production comme fondement de la détermination de classe. Jean-Paul Sartre déclarait à cette époque que, je cite, « le marxisme est la vérité indépassable de notre temps ». Fin de citation. Dans le cadre de ce que le Parti communiste français appelait le centralisme démocratique ou la dictature du prolétariat, qui concernait l'URSS et les pays socialistes, n'importe quel adversaire ou opposant politique était transformé en ennemi de classe, il était criminalisé et éliminé symboliquement, exclu du parti ou physiquement, exécuté, envoyé dans des camps ou des hôpitaux psychiatriques à la suite de procès, notamment les procès de Moscou, qui évoquent ceux de l'Inquisition. Cependant, dès cette époque, et même si l'URSS et les pays satellites ont connu un régime reposant officiellement sur le marxisme-léninisme, le nationalisme et le racisme ont représenté le fondement de ces régimes et leur ont permis de se maintenir, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, l'URSS n'aurait pas tenu face à l'Allemagne nazie sans l'exaltation du nationalisme russe. L'envers du nationalisme, c'est le racisme et l'antisémitisme, dont le plus bel exemple est celui du soi-disant complot des médecins juifs intervenu juste avant la mort de Staline en 1953. Dès lors, l'ennemi de classe, ou supposait-elle, est transformé en ennemi de race, de la nation ou de la race, entre guillemets, russe, même si Staline était géorgien, et donc en un corps étranger qu'il s'agissait d'éliminer du corps national sain en vue d'édifier ce qu'on appelait à l'époque l'homme nouveau et ou le socialisme dans un seul pays. De même, en France, le Parti communiste français, au cours de son histoire, n'a pas toujours, loin de là, défendu l'internationalisme de classe. Il a exalté au contraire à maintes reprises, notamment sous Georges Marchais, dans les années 80, le nationalisme avec ses campagnes « Produisons français ». Et on explique d'ailleurs le déclin du Parti communiste français en le mettant ce déclin en relation avec l'abandon du thème du nationalisme. Suite à l'intervention soviétique en Hongrie en 1956, puis en Tchécoslovaquie en 1968, mais aussi suite aux excès de la révolution culturelle en Chine, à partir de 1966, le socialisme est ébranlé dans ses fondements, ce qui a des répercussions sur le marxisme, sans que les deux choses d'ailleurs soient étroitement liées. Ce processus se poursuit au cours des années 70 et 80, et il conduit à la chute du mur de Berlin en 1989 et celle de l'URSS en 1991. Mais c'est mai 68 en France qui sonne le glas du marxisme, avec la proclamation par certains intellectuels de la fin des grands récits universalistes. Je pense en particulier au livre de Jean-François Lyotard, paru en 1979, « La condition postmoderne », l'entrée dans l'ère du postmodernisme, du fragment, là je pense au livre de Tony Negri et de Michael Hart, et de l'individu. Pensons au livre de Gilles Lipovetsky, « L'ère de l'individu ». Ce basculement intellectuel, donc, qui passe du marxisme et de l'universalisme à l'ère du postmodernisme, du fragment et de l'individu, ce basculement intellectuel accompagne un processus de désindustrialisation en France, avec la perte d'importance du prolétariat intégré. Le prolétariat ne disparaît pas complètement, mais il perd ses effectifs fondent quand même. Et en tout cas, le prolétariat intégré cède la place de plus en plus à ce que j'appellerais le précariat, c'est-à-dire la croissance du nombre de CDD, de contrats d'intérim, ou de même, ça ne va pas jusque-là en France pour l'instant, mais ça va peut-être venir, de contrats 0 heure comme en Grande-Bretagne. Donc la lutte des classes n'imprime plus, comme disent les communicants. Et face à la lutte des classes qui décline,
on observe au contraire l'émergence de ce que j'appelle des solidarités verticales, donc qui prennent la place des solidarités horizontales de classe. Par solidarité verticale, j'entends les solidarités du type LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, on peut ajouter queer aussi, si vous voulez, et LGBT, les identités raciales et ethniques, l'identité noire, l'identité arabe, celle des bonnets rouges, que vous connaissez en Bretagne. Il y a une déclinaison avec les bonnets roses maintenant, qui ne sont pas, c'est pas la même chose que les gays d'ailleurs. Et le nationalisme corse. Et aussi, je rangerais sous le même chapeau, sous le même vocable, sous la même catégorie, la vogue du souverainisme, y compris à gauche, chez Jean-Luc Mélenchon, ou même chez certains économistes d'extrême gauche, comme Frédéric Lordon, ou chez certains journalistes, comme Aurélien Bernier. Donc la race, l'ethnie, le genre, la nation l'emportent comme construction sur la classe. Alors on prétend qu'il faut ajouter le genre et la race à la classe, et on utilise à cette fin la notion d'intersectionnalité. Cette notion repose sur le principe du cumul des handicaps. Donc on peut ajouter à prolétaire, on peut ajouter la catégorie de femmes, la catégorie de noirs, et on a donc la femme noire et prolétaire par exemple. Donc en ajoutant des handicaps à celui de prolétaire, on pense prendre mieux en compte l'oppression et l'exploitation dont sont victimes certaines personnes. Mais ces handicaps, noirs, femmes, à l'instar de celui de l'appartenance de classe, sont conçus comme des réalités intangibles, des essences, des réalités hypostasiées, et non comme des constructions sociales. Et de mon point de vue, il ne s'agit pas de soutenir que l'appartenance de classe est plus importante que celle de genre ou de race, mais de présenter l'ensemble de ces caractéristiques comme étant construites au même titre. L'appartenance à la classe, la conscience qu'elle a d'elle-même, est tout autant construite que l'appartenance au genre ou à la race. Il ne s'agit donc pas d'opposer les unes aux autres. Dans la sphère politique, idéologique et culturelle, les questions de classe et d'exploitation ont donc largement disparu au profit de la nation, de la race et du genre. Je vous rappelle la sortie de Nadine Morano, sortie récente, selon laquelle, je cite, « La France est un pays de race blanche ». Fin de citation. Citation à laquelle j'ajouterai les propos de Marion Maréchal Le Pen, qui a déclaré de son côté que les musulmans étaient des citoyens de seconde zone. Au cours de la campagne récente pour les élections régionales, Claude Barthelone, qui est président de l'Assemblée nationale, et qui, à mon sens, est une sorte de Nadine Morano à l'envers, a accusé Valérie Pécresse de défendre en creux la race blanche, et il a fait une campagne ethnique, proprement ethnique, en montrant en fait qu'il courtisait le vote noir et arabe des quartiers, entre guillemets. Tout est fait désormais, me semble-t-il, pour opposer les soi-disant Français de souche, entre guillemets, les Blancs, entre guillemets, la France blonde, entre guillemets, et je pense ici à la mise en scène de la blondeur des femmes Le Pen, qu'il s'agisse de Marine ou de Marion. Tout est fait donc pour opposer les Français de souche, les Blancs, les blonds, aux minorités discriminées, qui sont elles-mêmes racisées, qui font elles-mêmes l'objet d'une racisation par ceux que je nomme des entrepreneurs d'ethnicité, ou des entrepreneurs d'identité. Et je pense ici au Parti des indigènes de la République, au CRAN, au Comité représentatif des associations noires de France, aux Indivisibles, à la Brigade antinégrophobie, etc., etc. Le Parti socialiste, à travers la fondation Terra Nova, ne s'est d'ailleurs pas privé de mettre en exergue les minorités de toutes sortes comme pouvant suppléer au défunt prolétariat et assurer une nouvelle clientèle à ce parti. Il a d'ailleurs promu ce qu'on appelle, une expression que je déteste, les issus de la diversité. Je pense à Najat Vallaud-Belkacem, à Myriam El Khomri. Christiane Taubira a été promue, mais elle est partie. Tout comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'avait déjà fait au cours du quinquennat précédent avec Rachida Dati et Ramayad. On assiste donc à un phénomène d'ethnicisation ou de racialisation de la France. L'ennemi n'est plus tant le bourgeois ou le capitaliste que l'immigré, le réfugié, l'étranger
le musulman, le noir, l'arabe ou le juif, dont les figures sont ambiguës puisqu'elles sont à la fois extérieures et intérieures. Christian Estrosi a parlé ainsi de la 5e colonne, s'agissant des musulmans, tandis que Marion Maréchal-Le Pen, je le rappelais à l'instant, a parlé de citoyens de seconde zone. Le gouvernement, pour sa part, envisage de déchoir de leur nationalité les binationaux suspectés de terrorisme. Au sein de la communauté nationale, entre guillemets, il y aurait donc lieu de distinguer l'ami de l'ennemi. L'ami, c'est celui qui est le bienvenu aux apéros saucisson vin rouge, organisés par Riposte laïque, mais aussi celui qui déclare après le 13 novembre, je cite, « Je suis en terrasse ». Dans le même sens, Michel Onfray, philosophe médiatique bien connu, mais puisqu'il est médiatique, il est bien connu, a déclaré récemment, je cite, que « Tant que la France restera un pays judéo-chrétien, le vin sera libre ». Fin de citation. Bernard Cazeneuve, pour sa part, a insisté récemment sur les racines chrétiennes de la France. Comme on le voit, la laïcité est un concept à géométrie variable. Les bons Français, entre guillemets, de souche, entre guillemets, sont donc ceux qui participent de notre, entre guillemets, culture nationale, entre guillemets, de nos, entre guillemets, valeurs, de notre mode de vie qui fait tout l'attrait de Paris, cette ville lumière, première destination touristique mondiale. Et je cite à ce propos la déclaration d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, le 14 novembre, donc le lendemain des massacres qui ont eu lieu dans la capitale. Je cite donc « Ce que les terroristes ont sûrement voulu atteindre hier, c'est la jeunesse. On est dans des quartiers, le 10e arrondissement ou le 11e, on est dans des quartiers très ouverts sur le monde, très cosmopolites, où les gens vivent très librement et où la jeunesse parisienne aime se retrouver. » Fin de citation. Ou encore, je cite, « Les quartiers qui ont été frappés, les lieux qui ont été visés sont des lieux qu'on aime, de ce Paris qu'on aime, ce Paris populaire, ce Paris très ouvert, ce Paris heureux de partager les cultures du monde, parce que c'est un Paris qui est fort de sa diversité, de la diversité d'origine de ses habitants. » Fin de citation. Tout ce qui ne participe pas de cette façon de vivre, donc, de ces soirées passées vers le canal Saint-Martin, de ce Paris bobo, en un mot, est sinon suspect, du moins à part. Cette valorisation d'une culture parisienne, voire nationale, est donc excluante. Elle marginalise toute une part de la population qui ne boit pas ou qui n'a pas les moyens de fréquenter les bistrots, les restaurants et les salles de concert du 10e et 11e arrondissement de Paris. Anne Hidalgo, encore elle, a organisé l'été dernier la manifestation Tel Aviv Plage, mais a renoncé au projet de construction d'un 2e centre culturel musulman dans le quartier de la Goutte d'Or, parce que ce projet donc, de construction d'un 2e centre culturel musulman comportait l'édification d'une mosquée. Suite au 13 novembre, Facebook a proposé aux internautes de faire figurer leur portrait sur fond de drapeau tricolore, et le gouvernement a demandé à ce qu'il soit accroché aux fenêtres. Le drapeau tricolore est donc devenu l'équivalent de « Je suis Charlie », d'après le 11 janvier, un signe de ralliement quasiment obligé à la communauté nationale, faisant de ceux qui se refusaient de communier, de participer à cette communion nationale, des suspects. Des enfants ont été ainsi traînés devant la police parce qu'ils refusaient d'observer la minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 11 janvier ou parce qu'ils jouaient aux policiers et aux terroristes, nouvelle version des gendarmes et des voleurs. La mère d'une des victimes de Mohamed Merah, celui qui a commis les attentats de Toulouse, a été sifflée à l'Assemblée nationale parce qu'elle était voilée. À travers le projet de déchéance de nationalité des binationaux, c'est bien l'idée d'une citoyenneté à deux vitesses qui est mise en avant. Les Français de souche, entre guillemets, ou de race, entre guillemets, ceux qui donnent des gages de leur appartenance à la nation française d'une part, et les autres, ceux qui ne participent pas pleinement à cette même communauté nationale parce qu'ils arborent des drapeaux algériens, marocains ou tunisiens lors des mariages ou des matchs de foot, ou encore portent le voile. Ceux-là deviennent des suspects, voire des ennemis de race. Comment s'étonner dès lors que les idées de solidarité de classe disparaissent au profit de la religion et de la race ? Les syndicats, notamment Sud Éducation et la CGT,
s'inquiète depuis un certain temps de la progression simultanée des idées du Front National et de l'islamisme en leur sein. À Sud Éducation, qui est un syndicat avec lequel je travaille, un courant minoritaire plébiscite l'abrogation de la loi de 2004 interdisant, je cite, le port des signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Fin de citation. Des membres de la section syndicale CGT d'Air France ont été surpris faisant le salut de la quenelle, et certains également feraient partie du service d'ordre de Dieudonné. Et donc des islamistes ont été exclus de ces centrales syndicales, entraînant dans leur sillage une fuite importante de militants. Bref, comme le déclare un des leaders de la CGT, je cite, « On se trouve aujourd'hui confronté à un problème crucial, car la recherche d'identité passe avant les questions sociales. » Fin de citation. Et de poursuivre, il arrive que dans certaines usines, celle de PSA, Peugeot Citroën à Poissy, je cite, « Les réunions syndicales soient précédées de réunions communautaires. Quand on passe au vote, certains groupes se prononcent comme un seul homme. » Fin de citation. Si l'on prend pour argent comptant ces informations, les syndicats craindraient donc une sorte d'entrisme de la part de ces minorités agissantes, que représenteraient les musulmans, ce qui n'est pas sans évoquer l'existence d'une cinquième colonne chère à Christian Estrosi. Il faut donc prendre ces informations avec précaution. Et d'ailleurs, Laurent Berger a déclaré qu'il ne souscrivait pas à ces déclarations en disant que la CFDT n'était pas l'objet d'une pénétration, d'une tentative d'infiltration de la part des islamistes. Il faudra également éviter d'alimenter les fantasmes d'un Philippe de Villiers sur les mosquées de Roissy, c'est le titre d'un de ses ouvrages, et de profiter de l'état d'urgence pour encourager l'islamophobie sous prétexte d'une crainte de radicalisation des travailleurs musulmans. Car sinon, on risque d'assister à une ethnicisation et une racialisation du social et à une fragmentation accrue du milieu des travailleurs. Racialisation des discriminants, de ceux qui discriminent donc, mais aussi racialisation réciproque en miroir des discriminés ou de ceux qui parlent en leur nom, comme en témoignent les deux prises de position suivantes. La première, c'est un article de Mediapart, le site d'information en ligne, sur la marche de la dignité et contre le racisme du 31 octobre, manifestation post-coloniale. L'article était intitulé « Du social au racial, les mutations du militantisme des quartiers ». Deuxième élément, c'est celui fourni par Saïd Bouamama, un sociologue, ancien membre du Parti des indigènes de la République, qui a reproduit sur son site un dessin antisémite figurant sur le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. À propos de la situation dans les banlieues, Manuel Valls a parlé d'un, je cite, « apartheid territorial, social, ethnique ». Fin de citation. Mais il a été le premier à déplorer l'insuffisance du nombre de blancos ou de whites sur le marché d'Évry, dont il était le maire. Comment se prétendre républicain et tenir en même temps un discours ethnique? Comment fustiger un soi-disant apartheid et s'en prendre en même temps aux Roms, prétendument inassimilables, et entreprendre en même temps la promotion des issus de la diversité au sein du gouvernement? Comment fustiger le racisme et accorder en même temps une place à part à l'antisémitisme? Et ici, je voudrais citer une déclaration de Gilles Clavreul, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je cite, « Tous les racismes sont condamnables, mais le racisme anti-arabe et anti-noir n'a pas les mêmes ressorts que l'antisémitisme dans sa violence. Il faut être capable de dire la particularité de l'antisémitisme. » Fin de citation. On est là, me semble-t-il, au cœur de la contradiction du socialisme d'État libéral sécuritaire, tiraillé entre l'inclusion et l'exclusion. Ne voit-on pas là à l'œuvre l'effet néfaste du deux poids deux mesures qui alimente un apartheid que l'on déplore par ailleurs? Dès lors qu'on touche, selon ce principe du deux poids deux mesures, dès lors qu'on touche à un cheveu d'un juif, on en fait toute une histoire, alors que les agressions de musulmans, et surtout de musulmanes voilées, sont passées sous silence ou ignorées. Mais comment s'étonner de cette situation alors que pour remonter aux années 1980, lorsque Mitterrand et Monroy étaient aux manettes, le conflit Talbot de Poissy a mis en lumière un processus de racialisation de la classe ouvrière, processus de racialisation
qui était entretenu par le syndicat Maison et le gouvernement et qui a opposé les travailleurs français aux travailleurs étrangers, noirs et arabes. Et cela au moment même où les socialistes récupéraient la marche pour l'égalité et en faisaient un mouvement à connotation ethnique donnant naissance à SOS Racisme. Il n'est pas impossible que le processus de séparation ethnique, raciale et religieuse auquel on assiste désormais soit la continuation de ces événements à 30 ans de distance et sous deux gouvernements socialistes différents. La France est désormais bien engagée, me semble-t-il, dans un processus de séparation ethnique et raciale qui sert de substitut à la conscience de classe d'autrefois. Il n'est que de se référer aux événements récents de Corse pour s'en convaincre. À Ajaccio, le conflit a mis en effet aux prises non seulement des forces de l'ordre, pompiers et policiers, et des éléments non identifiés d'un quartier déshérité, mais aussi des manifestants qui s'en sont pris aux musulmans. Ils ont saccagé une mosquée et ils criaient « Arabi fora », c'est-à-dire « les Arabes dehors », mais ils s'en sont pris aussi à l'État français. Sans préjuger d'une analyse plus approfondie, on ne peut s'empêcher de voir dans ces affrontements, sinon le rôle du nationalisme, du moins de l'extrême droite corse, dans l'essor du racisme anti-arabe. Donc il existe, et je conclurai là-dessus, un double moulinet de la racialisation. Premièrement, une racialisation positive comprenant la promotion des issus de la diversité par le gouvernement et les organisations post-coloniales. Et deuxièmement, une racialisation négative entreprise par ce même gouvernement et l'extrême droite et qui se traduit par la stigmatisation de certains éléments de la population. En définitive, c'est bien la race qui a été mise au poste de commandement. La race ou la religion racisée exprime certainement la frustration de certaines fractions des classes exploitées, mais elles sont tout autant manipulées par le gouvernement que l'opposition à des fins électorales. Et en ce sens, même si le Front National ne parvient pas au pouvoir suprême en 2017, il a d'ores et déjà gagné.